Bonjour et bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui vous parle de l'actualité sous l'angle de l'économie sociale et solidaire. Et dans l'actualité en ce moment, on s'intéresse à la queue de comète des Jeux Olympiques et Paralympiques. Que nous reste-t-il des JO après leur organisation? Quel est l'héritage de ces Jeux qui nous ont été promis comme les plus solidaires, les plus inclusifs et les plus écologiques de l'histoire? Trois valeurs, vous le savez, qui sont au cœur de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, on en parle avec notre invité, Yoann Penel. Bonjour Yoann. Bonjour Frédéric. Alors, vous êtes le président de la Fédération française de badminton. Vous êtes engagé à la fois sur l'éducation par le sport et sur le développement durable. Et pendant 4 ans, vous avez tenté dans votre fédération de rendre cette fédération à la fois plus inclusive, plus ouverte. Mais vous avez rencontré un certain nombre de barrières dont vous allez peut-être nous parler. Mais commençons d'abord par du positif, Yoann. Quelle est l'image la plus forte que vous allez garder de ces Jeux Olympiques ? Alors, en faisant abstraction du badminton, on y reviendra. D'un point de vue extra-sportif, ça a été la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est un condensé de toute la richesse de la culture et l'histoire de France. Voilà, rien que d'en reparler, c'est beaucoup de choses qui reviennent en mémoire. Côté sportif, je dirais les 2 médailles de l'équipe des réfugiés. Chez les valides, une boxeuse LGBT qui a quitté l'Afrique à cause de ça et qui a apporté la première médaille de l'histoire de l'équipe des réfugiés. Et puis chez les paras, une jeune Afghane qui fait du taekwondo, qui a fui son pays et qui a été recueillie par la France et qui fait une magnifique médaille de bronze. Et on voit juste derrière vous, puisque vous parlez de la communauté LGBT, le drapeau Paris 2024 qui est aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le détournement de ce logo des Paris 2024 par la communauté LGBT qui est évidemment très joli, voilà, avec du jaune, du rouge, du bleu. Ces émotions de la cérémonie d'ouverture, vous les ressentez toujours? Elles sont vivantes encore chez vous? C'est quelque chose que vous avez ressenti comme une communion avec les gens de votre fédération, les membres de votre fédération? Pas forcément, mais c'est entre Français, sans distinction d'affection envers le sport ou pas. C'est quand il y a un petit coup de blues, allez, on se remet des petits passages de la cérémonie d'ouverture. Enfin voilà, Vous faites ça? Oui, parce que c'est quelque chose qui doit rester ce trait d'union. Et alors, quel extrait vous rediffusez? Oh, s'il y en a, il y a le tableau sororité qui a été très fort sur ces 10 femmes emblématiques de l'histoire de France. Il y a le Imagine de Juliette Armanet sur la scène. Il y a le cheval qui court. Voilà, c'est des choses comme ça qui de toute façon, dans cette fabrique à souvenirs collectifs que sont les Jeux, voilà, là, ça a parfaitement joué son rôle. Alors évidemment, il y en a qui ont trouvé ça scandaleux, etc. Mais ça reste une toute petite minorité. Alors, le sport, les Jeux Olympiques, c'est une compétition, c'est une affaire de médailles, c'est de la performance. Je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de médailles en badminton, mais vous allez peut-être me démentir, mais on n'est pas les plus forts, hein. Il y en a d'autres qui ont raflé pas mal de médailles. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'on n'ait pas forcément eu beaucoup de médailles dans toutes les disciplines, et en particulier la vôtre? Alors, il y avait des objectifs qui avaient été fixés collectivement sur l'équipe de France. Chez les valides, de faire top 5, c'est fait. De battre le nombre de médailles, c'est fait. De battre le nombre de médailles d'or, c'est fait. Donc tous les objectifs sportifs, ils ont été atteints. Vous parlez pour le badminton? Pour l'ensemble des disciplines. Pour l'ensemble des disciplines. Voilà. Chez nous, vous parlez de façon générale. Tout à fait. D'accord. Chez nous, en badminton, évidemment, faut voir d'où on vient. Ce qui est important, c'est la progression. Et nous, notre cible, ça a toujours été Los Angeles 2028. Parce qu'on a voulu changer beaucoup de choses dans la culture, dans l'approche de la haute performance, sur une approche qui est plus scientifique, avec un staff qui a été étoffé. Donc on savait que Paris 2024, c'était une étape, et l'étape, elle a été réussie sur le nombre de qualifiés. On a eu 9 qualifiés. Dans les 5 disciplines, on avait des représentants. C'était jamais arrivé dans l'histoire du badminton. Donc voilà, cette étape-là, elle a été cochée. Chez les parabadistes, voilà, le 2 septembre 2024 restera une des plus grandes dates dans l'histoire de notre sport, puisqu'on fait 3 médailles, 2 médailles d'or, avec une finale en prime time sur la télévision publique en France. Et ça, pour notre sport, je crois que ça restera un des plus beaux coups de projecteur. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que le badminton, quand on ne le pratique pas, comme moi,
on le voit plus comme un sport ça peut s'arranger. Récréatif. Merci, Johan. On le voit plus comme un sport récréatif, un sport de plage, un sport de vacances. Et en réalité, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est on vise les JO d'Atlanta. On vise une progression à 4 ans, mais ça fait peut-être déjà 4 ans que vous ça préparez. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Donc, en fait, les progrès dans le sport s'inscrivent sur le temps long, et ça, c'est absolument nécessaire. Alors, il y a plein de choses dans la question. Notre sport, c'est pas que un sport scolaire, même si on est sur le top 3 des disciplines scolaires depuis 15 ans. C'est pas que un jeu de plage ou d'extérieur. C'est pas que un sport olympique et paralympique. C'est tout ça à la fois. Et c'est là où notre discours politique qu'on a assumé, c'était de dire qu'il y avait tout ça. Qu'il y a des gens qui veulent faire de la compétition, qui veulent se dépasser, qui veulent gagner, qui veulent devenir champion olympique ou paralympique. Et il y en a d'autres qui font ça que pour le plaisir. Et il faut que tout le monde trouve sa place dans la famille du badminton français, ce qui n'est pas forcément le cas historiquement. Donc il y a des choses qui sont du court terme, du moyen terme, du long terme. La haute performance, c'est du long terme. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas la prétention, en arrivant en 2020, d'arriver à des médailles en 2024. Parce que 2020, c'était la première année que la Fédération française de badminton participait aux Jeux olympiques. Non, c'est quand on a été élu. Le badminton est arrivé aux Jeux olympiques en 92 et le para-badminton est arrivé aux Jeux paralympiques à Tokyo. Par contre, là, effectivement, c'est très récent. Et là, Paris, c'était que la deuxième apparition de notre sport. Donc voilà, mais quand on est arrivé, voilà, politiquement, on ne pouvait pas vendre des médailles dès 2024, ça aurait été très prétentieux, parce que la géographie de notre sport, c'est l'Asie quand même qui ultra domine le badminton. Et puis en Europe, c'est le Danemark, et la France est numéro 2, et on a consolidé cette deuxième place en Europe. Alors la deuxième surprise que m'évoquent les résultats du badminton aux Jeux olympiques et paralympiques, c'est la performance des paralympiques. C'est-à-dire que ce sport que je disais plutôt récréatif dans mon esprit délivre beaucoup de médailles tout à coup sur une discipline paralympique qui nous semble plus difficile d'honorer en termes de résultats sportifs. Et en fait, c'est là que tombent les médailles. Tout à fait. Est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce que c'est le cas dans plusieurs sports? Est-ce que c'est propre au badminton? Alors non, c'est global dans la mesure où la masse est moins importante sur les disciplines parasportives. Et voilà, on l'a vu, Charles Noakes, qui devient champion paralympique le 2 septembre, il a commencé le badminton il y a 5 ans. Chez les valides, c'est impossible. On a Milena Suro qui s'est qualifiée pour les Jeux paralympiques. Ça faisait 3 ans qu'elle pratiquait. Chez les valides, pour arriver à ce niveau-là, il faut 15 ans de pratique. Et alors, comment ça se fait que ça marche sur les paralympiques? Parce qu'il y a moins de pratiquants dans chaque catégorie de handicap. Et il y a beaucoup de catégories d'ailleurs. Il y a beaucoup de catégories. Nous, il y en a 6 en para-badminton. Et il y a le fait que tous les pays n'investissent pas le champ du parasport. Typiquement, le Danemark, qui nous est une nation majeure en badminton, ne l'est pas en para-badminton. L'Inde, qui est un grand sport dans les deux, met beaucoup d'argent par contre sur le parasport, parce qu'en plus, ils visent l'accueil des Jeux en 2036, ce qui pour leur pays est un objectif politique assumé. Donc chez les paras, c'est vraiment le fait que la masse n'est pas la même, et il y a des pays qui font le choix de s'engager ou pas sur le parasport. Alors au-delà des médailles, le sport, c'est aussi le sport dans la société. Et parce qu'on est un média de l'économie sociale et solidaire, je voudrais en arriver à cette place du sport dans la société. Quel est selon vous, Johan Penel, l'héritage que ces Jeux olympiques vont nous léguer? Alors, vont nous léguer, je ne peux pas utiliser le futur de manière certaine, ça dépend ce qu'on voudra en faire collectivement. Globalement, voilà, si on est factuel, le budget du ministère des Sports, c'est le dernier budget de tous les ministères dans le gouvernement français. C'est factuel. Celui qui est le moins crédité? D'un point de vue budgétaire. C'est celui qui a connu, alors c'est le deuxième, qui a connu les plus grosses coupes budgétaires en 2024 suite au coup de rabot des 20 milliards d'euros annoncés par Bruno Le Maire. Donc tout ça, malgré les Jeux. Mais ça, si on considère que le sport, c'est beaucoup de gros salaires dans les sports qui font les 20 heures à la télévision, on se dit, c'est pas très grave, ils ont plein d'argent. Mais en réalité, derrière, c'est tous les petits clubs
qui souffrent de ces coupes budgétaires. C'est même beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de clubs de foot qui sont dans une situation compliquée et il y a des athlètes de haut niveau de toute discipline qui sont dans des situations très précaires, même si, voilà, il faut reconnaître que l'Agence nationale du sport a tout fait pour qu'il y ait un revenu digne pour l'ensemble des qualifiés pour les Jeux. Et ils ont vraiment investi avec un revenu minimum de 40 000 euros par an pour ces athlètes-là. Il y en a qui étaient en dessous du SMIC en 2020 à Tokyo. Voilà, il faut voir encore une fois d'où on part. Donc premier problème, le budget consacré au sport dans le budget national. Mais le budget n'est que la traduction chiffrée d'une vision. Aujourd'hui, est-ce que le sport, ça n'est qu'un divertissement ou est-ce que c'est un outil ? Il y a 3 dimensions dans le sport. Il y a le sport de compétition, ça il est très visible, il n'y a pas de problème. Et encore, les gens voient le sport de compétition dans 3 sports, sauf qu'il y a 120 fédérations sportives en France. La deuxième dimension, c'est le ludosport. Donc c'est une pratique du sport à finalité exclusivement ludique. Les gens veulent faire du badminton pour s'amuser, et pas forcément pour gagner. Et la troisième dimension, c'est le sociosport. Là, la finalité n'est pas de pratiquer, c'est on va les faire pratiquer pour arriver à quelque chose. Typiquement, sur l'insertion professionnelle par le sport, on fait des job dating où on les met sur un terrain de badminton, on fait des jeux autour du badminton, mais la finalité, c'est absolument pas d'en faire des pratiquants de badminton. Ni de gagner un match. Ni de gagner un match. De toute façon, on ne les met pas en situation d'opposition. Mais on va travailler autour du volant, et le but pour les recruteurs qui sont dans la salle, c'est de détecter les savoir-être des personnes. Et donc, le badminton n'est qu'un outil. C'est ce qu'on fait aussi sur l'insertion sociale des réfugiés, c'est ce qu'on fait sur l'insertion sociale des SDF, c'est ce qu'on fait sur les enfants malades dans les hôpitaux, c'est ce qu'on fait dans les prisons aussi, c'est ce qu'on fait dans les EHPAD sur le prolongement de l'autonomie des personnes âgées. Et cette dimension-là du sociosport, qui existe, qui a été institutionnalisée il y a 25 ans après la Coupe du monde de football masculine en 1998, est quelque chose qui a été très local, et pas du tout fédéralisé, au sens il y a un organisme national qui représente tous ces acteurs-là. Concrètement, ça veut dire que chaque club pas organise cette pratique? Non, c'est même pas des clubs. C'est pas des clubs, c'est des associations qui se sont créées en disant, nous, le modèle compétitif qui est développé par les fédérations et dont la consécration ultime, c'est les Jeux olympiques et paralympiques, nous, on n'est pas là-dedans du tout. Et ces acteurs-là, on peut les citer, ça va être Sport dans la ville, Rebond, l'Agence pour l'éducation par le sport. Tout ça, c'est des associations qui datent de 1998 et qui ne se sont pas retrouvées dans les fédérations et donc qui ont essaimé localement. Et c'est des gens qui ont travaillé sur qu'est-ce que le sport peut apporter à un enfant dans son parcours, dans la construction du futur citoyen. Et là, le point de bascule qu'on observe, c'est que 25 ans plus tard, on se rend compte qu'ils avaient raison. Et aujourd'hui, le ministère du Travail nous finance sur un programme d'insertion professionnelle. Ça aurait été impensable il y a 25 ans. Alors, on sort des Jeux olympiques et paralympiques actuellement. Est-ce que ce champ du sociosport est un champ qui a été, selon vous, suffisamment valorisé pendant les Jeux et donc, est-ce qu'il va continuer de l'être ensuite ou est-ce qu'il y a encore tout à faire en la matière? Alors, les deux, évidemment. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Paris 2024 a créé un fonds de dotation qui s'appelle Impact 2024, qui a investi 48 millions d'euros sur 5 ans pour financer exclusivement des actions socio-sportives. C'est la première fois dans notre pays qu'il y a un fonds dédié à l'innovation sociale par le sport. Ça n'existait pas avant. L'enjeu, c'est de faire perdurer ce fonds de dotation et ça fait partie des tractations actuelles pour que ce fonds de dotation soit récupéré par l'Agence nationale du sport. Se posera la question de sa voilure financière, bien évidemment. Oui, parce que ce fonds de dotation, il est abondé par qui aujourd'hui? Alors, il avait plein de financeurs qui allaient de la mairie de Paris, du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, du COJO lui-même qui a investi de l'argent, le comité olympique, le comité paralympique. Enfin voilà, il y avait beaucoup de financeurs. La question, c'est qui continuera de le financer demain et à quelle hauteur? Donc, personne n'a pris d'engagement à long terme? Non. De toute façon, en politique, le long terme, ça n'existe pas. Et l'enjeu, et c'est le seul reproche que je peux faire à ce fonds de dotation, c'est que ces 48 millions qui ont été investis
dont quasiment la moitié sur le champ de l'inclusion par le sport, sur des personnes précaires dans un sens très très large, que ce soit les LGBT, que ce soit les réfugiés, que ce soit les SDF, enfin voilà, des publics très éloignés de la pratique et même en marge de la société de manière générale. Ce qui a manqué, c'est le récit. C'est-à-dire qu'il aurait fallu raconter l'histoire de tous ces projets-là, d'en faire des capsules vidéo et de faire en sorte que, dans l'imaginaire collectif, le regard des Français sur le sport, il change. Aujourd'hui, vous demandez aux Français qu'est-ce qu'ils pensent du sport, ils vont parler des rémunérations des footballeurs masculins. Non, ils vont maintenant nous parler aussi de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bien joué. Et de cette ferveur populaire et de cet engagement auquel personne ne s'attendait. Finalement, il a été tellement massif. Donc il y a eu de la joie. Il y a eu de la joie partagée par les Français autour des Jeux. Il y a eu de la joie. Il y a eu le fait qu'on s'est rappelé que, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine sociale, notre orientation sexuelle, notre religion, quand on se levait pour chanter la Marseillaise, on le chantait d'une seule voix. Donc il y a de l'inclusion. Oui, et il y a surtout le fameux débat sur faire nation. C'est derrière nos sportifs qu'on fait nation le mieux aujourd'hui en France. En fait, ce que vous redoutez, c'est que cette histoire qu'on a commencé à se raconter ou qu'on lit entre les lignes, qu'on entend, qu'on ressent, elle risque de s'étioler, elle risque de partir comme du sable entre les doigts, quoi. C'est un vrai risque, et c'est pour ça que l'enjeu sur la construction de ce nouveau récit, c'est l'éducation des médias. Donc merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Voilà, mais vous recevoir. Voilà, ouais. mais l'enjeu il est là, c'est-à-dire que on a eu plein de unes du seul quotidien national sportif en France qui s'appelle L'Équipe. On a plein de unes sur le parasport. Faudra que ça continue. Et vous avez la couverture par France Télévisions de l'ensemble des Jeux Olympiques et Paralympiques. Des Jeux Paralympiques. Ce n'était pas le cas pour les Jeux Olympiques, mais ça a été le cas sur les Jeux Paralympiques. Mais voilà, tous les grands quotidiens nationaux non sportifs, c'est la manière dont ils vont continuer de parler de l'ensemble des sports et pas des 3 sports majeurs qui ont des problèmes financiers aussi, il ne faut pas se leurrer. Et on le voit sur les droits TV qui vont impacter l'ensemble des disciplines sportives, parce que dans le modèle économique du sport public aujourd'hui, les droits télé du foot rejaillissent sur le budget de l'ANS et donc derrière sur les financements de l'ensemble des disciplines sportives. Et donc quand le foot se plante et que les droits télé sont divisés par 2, c'est des millions d'euros en moins pour l'ensemble des autres sports. Donc on revient sur la question du financement du sport en France. Et peut-être pas qu'en France. C'est peut-être aussi une problématique identique à l'échelle européenne ou mondiale. Comment vous le Il y a des cultures très différentes dans d'autres sports. Par exemple, les Anglais, rapidement, les Anglais ne vont financer que les disciplines médaillables. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas de chance de médaille, c'est 0 €. Et nous, on a, donc, dans la culture française, le CNOSF, il y a le O et le S. Le O, c'est olympique, le S, c'est sportif. Il y a plein de pays où il n'y a que la dimension olympique qui compte. Nous, en France, il y a les 2 piliers, il y a le haut niveau et la pratique pour tous, et ça, c'est culturellement institué. Donc l'enjeu, encore une fois, le budget n'est que la fin du raisonnement. Le seul enjeu, c'est que tous les décideurs publics et privés en France se rendent compte que le sport, ça n'est pas que les paillettes des Jeux, c'est tous les jours, tous les soirs, dans tous les gymnases, les piscines, les stades, des millions de Français pour qui le sport, c'est le moment incontournable de la semaine. Et que ça peut servir à rendre les gens heureux, mais ça peut leur permettre de trouver du boulot, d'être en bonne santé, de se remettre... Voilà, on a des programmes par rapport aux enfants qui sont complètement sortis du système scolaire pour leur refaire aimer. Voilà, nous, en badminton, par exemple, on va leur faire aimer la géographie avec le badminton, on va leur faire aimer les maths avec le badminton, on va leur faire aimer le français avec le badminton. Et ça, tant que tous ces décideurs-là ne se rendront pas compte du pouvoir du sport, en fait, on restera et on ne changera pas de modèle. Alors, je le disais tout à l'heure, votre regard sur le sport et les enjeux sociaux nous intéresse, mais votre regard sur le sport et les enjeux environnementaux nous intéresse aussi. Et vous avez porté, Yohann Pennel, en tant que président de la Fédération française de badminton,
un combat écologique au sein de votre propre fédération. Il faut que vous nous racontiez ça. Alors, donc nous, notre objet de plaisir, c'est un truc en plume. Donc le petit volant, forme triangulaire à l'envers, voilà, donc qu'on envoie avec la raquette. Tout à fait. Donc il y a 3 types de volants. Il y a le volant en nylon, qui est celui avec qui on a tous un jour joué, que ce soit à l'école ou dans un jardin. Il y a le volant en plume, qui est celui utilisé à haut niveau, qui est un volant fait en plume d'oie, exclusivement, en Chine, et qui donc traverse la moitié de la planète pour venir sur nos terrains, et dont la durée de vie est entre 30 secondes et 20 minutes. Alors, d'abord, la Chine. Vous voulez dire que la qualité des plumes d'oie françaises n'est pas suffisante pour fabriquer des volants de badminton? Pas du tout. C'est juste que les coûts de production ne sont pas les mêmes. Donc on est bien lié à un mode de fonctionnement capitaliste, social, voilà, et mondialisé. C'est ça qui fait qu'il y a une aberration écologique à aller chercher des plumes d'oie en Chine pour fabriquer des volants qui ne durent que 30 secondes. 30 secondes à 20 minutes, vous avez dit? C'est ça. Moi, à mon niveau, j'arrive à faire un set complet avec un volant. Là, sur les jeux, sur les valides, ils pouvaient changer de volant à chaque point. Et alors, qu'est-ce que vous proposez de faire face à cette situation-là? Il y a 2 dimensions, comme d'habitude. Il y a la partie sensibilisation et la partie revalorisation. Sur la partie sensibilisation, nous, on a évalué, on est à peu près à 10 tonnes de volants utilisés chaque année en France, en plumes. Ce qui est énorme. Ça fait du volume. Ça fait du volume. La plume est légère. Donc voilà. Oui. Sauf que on n'a pas 10 millions de champions en France. Donc la question, c'est le point de bascule entre le volant en plastique, qui est plutôt sur une pratique ludique, vers un volant en plume, qui est plutôt sur la pratique de compétition de haut niveau. Et en fait, en France, culturellement, le point de bascule se fait très très tôt dans la progression du joueur. Et donc le discours qu'on essaie de tenir, c'est que pour s'amuser, le volant en plastique, c'est votre meilleur outil. Et ne jouez pas avec le volant en plume complètement cassé qu'ont laissé les compétiteurs avant vous, parce que vous n'allez pas jouer dans de bonnes conditions. Et ça, cette éducation-là, elle n'est pas faite dans les clubs. Bon, ça arrange évidemment les vendeurs de volants parce que ils vont en vendre beaucoup plus. Voilà. Et la deuxième dimension, c'est la revalorisation. Oui, parce qu'on a un problème écologique. Tout à fait. Quand on réfléchit un peu à l'économie circulaire, on se dit non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces volants usés? Bon, évidemment, le meilleur volant usagé, c'est celui qui n'est jamais produit. Mais à ce moment-là, on ne joue plus du tout à notre sport, c'est quand même dommage. Donc nous, on a fait le choix de soutenir une start-up qui s'appelle Compo Plume et qui fabrique ce genre de petites tables à partir de volants. Voilà, à la fédération, au siège de la fédération, les tables des salles de réunion sont faites exclusivement en volant de badminton. Donc comme on peut avoir des tables en plastique recyclé, là c'est des tables en volant recyclé. Tout à fait. D'accord, avec un matériau qui ressemble à du plastique au final? C'est plutôt comme les panneaux qui sont au mur. D'accord, donc plutôt une sorte de sky, voilà. D'accord. Et qui peut aussi servir d'isolant thermique et phonique. Très bien. Mais évidemment, ça ne doit jamais être une incitation à plus consommer, parce que c'est aussi le travers, c'est se dire « Ah bah c'est bon, ça y est, on a une filière de revalorisation des volants, on peut consommer sans regarder ». Non, c'est pour ça que la sensibilisation doit jamais être éloignée de la revalorisation. Alors vous avez porté ce discours-là en tant que président de votre fédération. Est-ce que votre discours a porté suffisamment de loin? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu actionner des leviers de transformation de votre sport et peut-être d'autres sports autour de vous? C'est un problème plus large. Ce que je disais tout à l'heure sur le regard des décideurs sur le sport et le pouvoir du sport de manière générale vaut aussi sur le regard des acteurs du badminton sur leur propre discipline. Donc il y a la dimension de la performance sportive qui est indispensable et les émotions qu'on a vécues le 2 septembre, enfin, on nous les retirerait pour rien au monde. Et de toute façon, ça a un pouvoir attracteur des gens vers la pratique dans un gymnase. Mais nous, on a voulu aussi dire, il y a la deuxième jambe qui est celle de la performance sociale du sport, qui est indispensable à activer, à populariser, à expérimenter.
la fédération de badminton, elle a toujours été reconnue pour son engagement sur les questions du développement durable et sur la question de l'éducation. Nous, ce qu'on a voulu, c'est pas dire on réinvente tout, parce qu'il y avait déjà une base solide, c'était changer d'échelle. C'était de dire, il y a encore une fois, on est une fédération dont la finalité, c'est la pratique, et puis à côté, on va faire 2-3 jolies actions pour bien communiquer et se faire mousser, ce que beaucoup de fédérations font très très bien. Et puis, il y a, d'un point de vue systémique, dire la finalité des activités de la fédération, c'est de rendre les gens heureux dans une planète vivable. Et donc là, on essaie d'inverser complètement le paradigme de la raison d'être de la fédération. Et donc, on a voulu travailler sur le concept de fédération à mission, et on a été les premiers à le faire. D'autres nous ont suivis depuis. Comme les entreprises à mission, là, c'est une fédération à mission. Tout à fait. Alors, on ne peut pas, puisque on n'est pas une entreprise au sens propre reconnue par la Chambre de commerce, donc on ne peut pas avoir la qualité d'entreprise à mission. Pour autant, l'idée, c'est de suivre exactement le même cheminement, qui est le foisonnement sur la rédaction et de la raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux, qui a été vraiment un exercice enthousiasmant pour tous ceux qui y ont participé. Après, il y a la partie mise en place du comité de mission, évaluation des objectifs, et puis la partie audit qui arrive derrière. Et c'est une méthodologie que vous arriveriez à transposer à d'autres sports ? Tout à fait. Oui. C'est indépendant du sport. C'est questionner les acteurs du sport sur c'est quoi une fédération sportive au XXIe siècle au regard des grands enjeux de société. Pourquoi on fait du sport ? À quoi ça sert ? Où est-ce qu'on veut aller ensemble ? C'est des questions qu'on se pose beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Exactement. Et la réponse du mouvement sportif aujourd'hui, c'est, notre raison d'être, c'est de produire des champions qui font vibrer les gens pendant les grandes compétitions internationales. Mais il pourrait dire, et aussi d'avoir un impact écologique ou social. Et c'est pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, non. Majoritairement, non. Donc ça fait partie des points de blocage que vous avez rencontrés dans votre mission de président de la fédération. Totalement. Et qui font que vous ne vous représentez pas pour un nouveau mandat. Tout à fait. Parce que le simple fait de dire il n'y a pas que la performance sportive dans la raison d'être d'une fédération a fait qu'on a braqué beaucoup de gens qui se sont dit mais c'est quoi cet anarchiste de gauche qui vient nous gonfler avec ces trucs d'éducation, de santé. En fait, vous avez porté dans le monde des fédérations sportives le discours qu'on portait il n'y a pas tellement longtemps dans le monde de l'entreprise en disant l'entreprise ne doit pas servir qu'à rémunérer son actionnaire. Tout à fait. Mais elle doit aussi pouvoir remplir des missions sociales et environnementales et bien sûr permettre le bien-être de ses salariés, mais se préoccuper de ses parties prenantes en tous les cas. Tout à fait. Et de son territoire. Le sport n'est que le reflet du reste de la société, avec parfois même on atteint le paroxysme de la compétition quand on est sur les jeux. C'est le côté négatif des jeux. C'est un patriotisme exacerbé et on pousse les gens à gagner par tous les moyens. Et pour autant, ça serait dommage de réduire les jeux à ça. Parce qu'encore une fois, les jeux, c'est la plus grande machine à souvenirs collectifs qui existe. Donc il faut toujours avoir le pendant positif des critiques qu'on a. Mais dans le même temps, on est à 17 millions de licenciés dans les fédérations, on est à 30 millions de sportifs de manière générale. Ils ne sont pas athlètes de haut niveau, eux. Et les athlètes de haut niveau vont les faire venir à la pratique, mais ce n'est pas ça qui va les faire rester dans la pratique. Et donc nous, fédération, on est là pour inspirer nos dirigeants bénévoles dans nos clubs à se dire mais quel rôle je veux jouer dans la vie de mes adhérents. Et voilà, et nos 3 médaillés là, paralympiques, ils ont commencé en club. Et donc ces clubs-là, ils sont hyper fiers d'avoir des champions qui ont commencé chez eux. Et donc ça, c'est important, il ne faut jamais le négliger. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'autre chose qu'on va négliger la première jambe, qui est la jambe de la performance sportive. Et ce que les gens nous reprochent aujourd'hui dans le projet qu'on a porté, c'est de dire, vous avez mis tous vos moyens sur la performance sociale. Et en même temps, vous étiez pionnier dans ce discours, dans cette vision de votre fédération sportive. Et donc, pionnier, nul n'est prophète en son pays. Je dirais pas pionnier, parce que, encore une fois, il y a les acteurs du sociosport qui, il y a 25 ans, ont déjà planté ces graines-là. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est passer de
la bonne pratique sur laquelle on communique à une révolution systémique qui vient placer l'intérêt collectif avant tout. Et l'intérêt collectif, aujourd'hui, c'est ressouder la société française. Et il y a plein de villes où il n'y a plus que le club sportif qui a un lieu de vivre ensemble. Et si, voilà, demain, nos associations meurent, alors je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais quand on regarde la série La Fièvre, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le sport. Et ce qui vient solutionner le problème, c'est le sport aussi. Quand le club de football devient une SIC, se forme en coopérative et vient pacifier un pays qui était au bord de l'implosion. Et je ne veux pas dire qu'on en est là, mais quand même, cette série, elle est sortie en mars. 3 mois plus tard, on a connu la situation politique qui, encore aujourd'hui, est source de tensions et d'incertitudes. Donc voilà, le sport est un élément de la solution. C'est juste qu'elle est négligée totalement par les décideurs aujourd'hui. Et le sport va bien au-delà du sport, vous voyez, puisqu'il va jusqu'à toucher le champ politique, le champ de l'économie sociale et solidaire. Ce sera le mot de la fin pour cette première émission dans notre série sur l'héritage des Jeux Olympiques. Merci Yohann Pennel d'avoir inauguré cette émission, cette série, et merci à la réalisation et aux moyens techniques d'Impact Production. Bonne rentrée à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mediatico sur l'héritage des Jeux Olympiques.